La séquence suivante, on va s'intéresser au sol, hein, donc éviter, réduire, compenser, c'est une séquence que vous connaissez bien, on en a beaucoup parlé ce matin, mais aujourd'hui nous avons souhaité adresser spécifiquement, cette question des sols, un sujet finalement assez peu abordé par les études d'impact, et pour apporter des éléments de réflexion à la question «Les sols, un oublié» de la démarche, ERC, j'invite tout de suite à me rejoindre Raphaël Gros. Sous vos applaudissements, Raphaël de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, ainsi que Thomas Aiglin, coordinateur de pôle énergie renouvelable, sol et impacts environnementaux à l'ADEME. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Raphaël. Vous faites partie d'un groupe national d'experts qui a travaillé récemment sur la qualité des sols. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du projet REMED, un projet qui se concentre donc sur l'évolution des fonctionnalités écologiques, notamment des sols, dans des contextes de projets photovoltaïques. Et donc, ce qu'on va voir tout de suite avec vous, c'est en quoi les sols sont remarquables déjà, comment ils s'inscrivent réglementairement dans la séquence ERC, quel est le protocole spécifique pour les évaluer dans le contexte de projets photovoltaïques, et puis surtout, est-ce que vous êtes en mesure de nous présenter aujourd'hui, Raphaël, quelques résultats de ce programme REMED? Je vous laisse nous dire tout ça. Tenez. Les commandes. Hop. Alors, le vert. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci aux organisateurs du SER pour cette invitation, et en particulier Julie, pour traiter notamment de cette question assez importante pour nous, les pédologues, le sol oublié de la séquence ERC, avec une réponse sans attendre, sans trop de suspense, qui est oui, au moins en grande partie. Inutile d'attendre la fin de la présentation pour avoir la réponse, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pour quelles raisons, évidemment, les sols sont oubliés de cette séquence ERC et comment est-ce qu'on peut éventuellement remédier à cet oubli. Les différentes raisons, les principales raisons de cet oubli sont d'abord une législation qui n'est pas tellement à la faveur de la protection des sols, il faut bien l'admettre. Je ne suis pas législateur, je peux difficilement changer cet état de fait. Et puis une seconde raison qui est l'absence de connaissances précises, non pas sur le fonctionnement des sols, puisque on a des pédologues qui travaillent depuis 50 ans sur cette dynamique pédologique, mais par contre, dans le cadre du développement des énergies solaires, on manque clairement de connaissances. Et en tant que chercheur, ben là, par contre, je peux apporter un certain nombre d'éléments de réponse à un certain nombre de vos questions, bien entendu, sur ces sols. Pour savoir de quoi on parle et remettre précisément en question ce sur quoi on va traiter, le sol en l'occurrence, c'est pas, contrairement à ce que l'on peut imaginer, un élément de surface uniquement, c'est en réalité un volume avec un certain nombre de particularités. C'est de la matière organique, c'est de la matière minérale, la plupart du temps assemblée, structurée, à la fois sous la forme d'agrégats, puis également structurée verticalement. C'est un élément, comme on le voit sur cette image-là, qui n'est pas apparu sans processus particulier, qui se développe au cours du temps sur des dynamiques extrêmement lentes. Il faut à peu près 10 000 ans pour former un sol comme celui-ci. Et puis c'est surtout un élément qui évolue au cours du temps, qui continue à évoluer au cours du temps. C'est un milieu qui, vous l'avez imaginé, est relativement complexe, aux multiples perceptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol des agriculteurs n'est pas exactement le même que le sol des écologues, qui n'est pas exactement le même que le sol des architectes, et qui n'est encore pas le même que le sol des usagers qui vont, par exemple, à la cueillette des champignons le week-end, un dimanche pluvieux de préférence. Les sols présentent donc de multiples perceptions, donc on reconnaît tous, pour le coup, néanmoins, un rôle absolument fondamental pour l'homme, sous la forme de fonctions écologiques ou de services écosystémiques. Et malgré cette reconnaissance, on sait malheureusement que les sols, dans leur grande majorité, c'est environ 50%, pour faire simple, 50% des sols de la planète sont dégradés. Dégradés notamment au travers de la perte, au moins, de l'une de leurs fonctions écologiques. Les raisons de cette dégradation, on les connaît, les conséquences, on les connaît déjà moins. L'une des raisons de cette dégradation, c'est que le sol, ça a été cité par exemple par l'ancien secrétaire de l'Union internationale des sciences du sol, on boit l'eau, on respire l'air, mais on ne mange pas le sol. Il ne nous nourrit qu'indirectement. Même si on a un intérêt connu de la qualité des sols, cette perception, elle est forcément relativement éloignée par rapport à la qualité de l'air ou encore à la qualité de l'eau. Une des grandes caractéristiques, je regarde le temps quand même, une des grandes caractéristiques des sols, c'est sa biodiversité. Tous les organismes que vous avez ici présents assurent tous
une fonction écologique et donc des services écosystémiques. Que ce soit les diplopodes, vous allez reconnaître évidemment les vers de terre, que ce soit les mammifères, les nématodes, les bactéries ou les champignons, tous interviennent dans un certain nombre de processus, des fonctions et des services écologiques. Thomas vous parlera d'un service important qui est celui de la séquestration du carbone, qui régule le climat. Un autre service extrêmement fondamental, c'est par exemple le contrôle des maladies. Tous ces organismes interviennent dans différents de ces services. La biodiversité du sol, ce n'est pas que quelques espèces, ce n'est pas une centaine d'espèces, ce n'est pas un millier d'espèces, ce sont des millions d'espèces. On considère que c'est 60% de la biodiversité de la planète qui, à un moment donné, sont hébergées dans les sols. Plusieurs millions, jusqu'à 30 millions, selon des estimations, d'espèces vivantes vivent dans les sols. Alors, si on revient sur la législation et notamment la séquence ERC, on prend la loi 1976 que vous connaissez tous. Là, en l'occurrence, on va s'apercevoir, c'est une loi qui définit la séquence ERC, mais on va s'apercevoir que le sol n'est ici traité dans cette loi que pour étant une justification possible dans la création d'une réserve naturelle. Jamais ne se fait le lien entre la qualité du sol et la séquence ERC. Si on prend désormais un article du Code de l'environnement qui a été produit en 2011, me semble-t-il, on a une prescription dans ce Code de l'environnement, et en l'occurrence pour le contenu de l'étude d'impact, on a une prescription de la prise en compte, cette fois-ci des sols, dans les études d'impact. Mais néanmoins, le lien avec la séquence ERC n'est toujours pas fait. Il faut attendre la loi de 2021, que vous connaissez tous là aussi, la loi climat-résilience, qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette. Je ne vous définis pas ce qu'est l'artificialisation, mais vous voyez dans la définition que c'est une perte au moins en partie des fonctions écologiques du sol. Le principe de compensation de la perte de ces fonctions est adossé, bien entendu, à cette loi. J'en viens au projet Remède, enfin, avec quelques résultats. Pour le démontrer que l'on a potentiellement des impacts, alors, soit de la construction, soit de la présence des panneaux solaires. On parle ici de centrales photovoltaïques installées au sol. Sur la biodiversité et les fonctions du sol, on applique ce que l'on appelle la démarche, la sacro-sainte démarche scientifique. Ça veut dire qu'on se pose un certain nombre de questions, on émet des hypothèses, on a une expérimentation et ensuite on peut formuler un certain nombre de conclusions. Les questions qu'on s'est posées, c'est la question typiquement de l'effet de l'emprise photovoltaïque sur la biodiversité du sol et les fonctions qui y sont associées. Ça peut être également des questions sur la gestion de l'enherbement, à savoir est-ce que cette gestion module les impacts de l'emprise photovoltaïque. Les hypothèses, on peut partir avec une hypothèse forte qui est les panneaux photovoltaïques, oui, modifient bien entendu la biodiversité du sol parce que simplement ils vont contrôler ces panneaux des conditions microclimatiques. Par contre, le pâturage, typiquement, on peut en attendre un effet positif, etc. En ce qui concerne les expérimentations, je ne vais pas toutes vous les présenter ici. Une en particulier, nous avons travaillé sur 2 régions, la région sud-est et la région sud-ouest. 5 centrales photovoltaïques fauchées et 5 centrales photovoltaïques pâturées ont été analysées pour chacune de ces 2 régions. On a considéré un gradient d'emprise photovoltaïque avec des bords, des interrangs et puis des conditions sous les panneaux solaires. On a répété évidemment ces différentes conditions 4 fois par centrale, ce qui nous permet d'obtenir des résultats que l'on va nous considérer comme étant relativement robustes, à la fois par la répétitabilité et puis évidemment par le type de résultat qui va nous permettre d'être obtenus dans ces conditions-là. Alors, je vous présente 2 résultats. Tout d'abord, nous avons mesuré l'abondance totale de la mésofaune. L'abondance totale de la mésofaune, en l'occurrence, ce sont tous les organismes qui sont alignés ici, sur la gauche de la diapositive, la droite, la gauche, ça dépend si c'est la mienne ou si c'est la vôtre. Vous avez l'abondance totale et vous observez assez clairement une diminution significative, je n'ai pas mis les petites lettres, mais c'est une diminution significative de près ou de même de plus de 50% sous les panneaux en considération soit d'un milieu de bordure, soit d'un interrang. Et ceci uniquement lorsque vous avez un pâturage. Dans un milieu qui est fauché mécaniquement, on observe une absence de différence significative, donc une absence d'impact de la présence des panneaux solaires. Donc la gestion de l'enherbement peut être quelque chose, évidemment, qui peut permettre de compenser, d'éviter ou de réduire les impacts qui sont occasionnés dans un certain nombre de ces systèmes. Je vous l'ai dit, la biodiversité, ce sont aussi des fonctions écologiques. En l'occurrence, nous avons mesuré ici une fonction liée à la dégradation de la matière organique. Tous ces organismes du sol respirent, émettent du CO2. Clairement, vous voyez que sous les panneaux, on a une diminution très significative, près de 80%, de cette réduction
en comparaison avec le milieu extérieur, 30% dans les interasses. Ce n'est pas un effet ici positif, c'est un effet négatif, c'est un impact négatif. Ça respire moins parce qu'il y a moins d'organismes et il y a moins de biomasse. N'allons pas interpréter ce type de résultat comme étant les panneaux ont des conséquences positives sur la séquestration du carbone parce que ça évite les émissions. Non, c'est un impact négatif. Dernier résultat que je vous présente ici, sous les panneaux, lorsqu'on creuse ces émissions de CO2 sous les panneaux, on va constater que c'est une question que l'on se pose régulièrement, à savoir est-ce que cette émission de CO2 dépend de la hauteur minimale des panneaux solaires. On voit qu'effectivement, plus la hauteur minimale des panneaux solaires augmente, plus les émissions de CO2 augmentent sous les panneaux. Et puis ici, si vous faites la différence entre les émissions de CO2 sous les panneaux et les émissions de CO2 dans un milieu de référence, un écosystème de type prairie, connexe ou à côté des centrales photovoltaïques, alors vous allez voir que cette différence est négative, ce qui indique un impact, et puis que cet impact se réduit progressivement avec l'augmentation de la hauteur minimale, avec ici un petit flash sur cette hauteur de 1,10 m, qui est une hauteur minimum requise pour une absence d'artificialisation dans le cadre d'un décret. Type de résultat comme celui-ci laisserait à suggérer qu'il faut augmenter la hauteur du point bas des panneaux solaires pour limiter l'artificialisation. En conclusion, et pour revenir sur la séquence ERC, si j'ai encore un tout petit peu de temps, 2 minutes, ce que nous apprend en tout cas au moins un certain nombre de résultats du programme REMED, c'est qu'effectivement les sols doivent être intégrés dans la séquence ERC au regard donc d'une perte de biodiversité et au regard d'une perte de fonction, soit avec une stratégie, soit avec une stratégie d'évitement, et donc à préserver les sols, notamment lors de la construction, ça on l'a démontré dans le cadre d'un autre projet, le projet Piezo, et de l'impact des panneaux solaires, c'est ce que je vous ai présenté ici. Il faut éviter ces impacts, notamment sous les panneaux solaires, par exemple en augmentant la hauteur minimum des panneaux solaires. Favoriser, on l'a systématiquement répété, favoriser les milieux déjà artificialisés. En termes de réduction, ce type de travaux nous invite à restaurer des sols qui sont fonctionnels et biodiversifiés. La recherche, c'est le faire, et puis de toute façon, si la recherche ne sait pas le faire, elle peut se poser des questions pour apprendre à le faire, cette restauration. Et puis en termes de compensation, évidemment, viser l'équivalence de fonctionnalité, par exemple sur des sites tiers, soit en imaginant de la désartificialisation sur des sites qui sont déjà artificialisés, ou potentiellement en modifiant, par exemple, des dimensions de centrales, et notamment le rapport entre les surfaces d'emprise sous panneaux, d'interrants ou encore de bordure. Vous avez ici, pour terminer, à l'échelle, on va dire, ici ce que pourrait être une centrale avec une zone de bordure d'interrants ou sous panneaux. En tenant compte des résultats que je vous ai présentés, voici ici la surface. Encore une fois, c'est à l'échelle, la surface qui permettrait de faire de la compensation au regard de la perte de cette fonction. Merci pour votre attention. Merci Raphaël. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Raphaël, à les poser via notre application. Donc on va rester, vous le disiez, dans cette thématique des sols, puisqu'on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à l'impact des énergies renouvelables sur les stocks de carbone. Et pour ça, je me tourne vers vous, Thomas Aiglin. Vous êtes donc coordinateur du pôle énergie renouvelable, sol et impacts environnementaux à l'ADEME. Alors, en quoi l'enjeu du stockage de carbone doit être central dans les projets énergie renouvelable et en quoi le travail de l'ADEME permet de mieux outiller la filière sur l'impact du changement d'affectation des terres? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Thomas. Et pareil, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Thomas sur l'application. Donc bonjour à tous. Je suis un peu plus grand que Raphaël. Non, je sais pas. Pas sûr. Donc je vais vous faire un petit point sur les questions de stockage de carbone dans les projets PV éoliens, parce que c'est une question notamment au regard de l'enjeu climatique que représente l'enjeu d'augmenter, de préserver des puits de carbone et voire d'accroître ces puits de carbone. On a commencé à travailler cette question il y a 2 ans et on a développé un outil et on est actuellement en train de le diffuser, de voir comment il peut être utilisé par vous, par les bureaux d'études, par les développeurs.
Alors déjà, un premier rappel, on ne s'en rend pas toujours compte, nous les écologues un peu, ouais, mais pas tout le monde, c'est que les écosystèmes terrestres stockent naturellement beaucoup de carbone. Alors là, je vous ai représenté une forêt. En fait, ce que vous voyez, c'est énormément de carbone. Toute la matière sèche végétale, c'est 40 à 50% de carbone qui y sont stockés. Alors, sous forme complexe, je vous ai montré des molécules, ça peut plaire aux biogéochimistes, aux biochimistes, avec de la cellulose, de l'hémulose, des hémicelluloses, etc., de la lignine, tout ça c'est du carbone. Alors d'où vient ce carbone? Ça vous le savez probablement, ça vient des végétaux qui captent le CO2 dans l'atmosphère par le processus de photosynthèse et qui vont à partir de ça faire des matières végétales, des sucres, du bois, et ça va stocker du carbone dans les végétaux lors de moins d'une année pour des herbacées, mais sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années quand on parle d'arbres. Et puis, ces végétaux perdent des feuilles, meurent, injectent des sucres dans le sol via leurs racines. Donc, il va y avoir aussi une accumulation de carbone dans les sols sous forme de matière organique, alors plus complexe que celle qu'on va retrouver, généralement plus complexe que celle qu'on va trouver dans la matière végétale, et qui, elle, peut être stockée selon les types de sols, de l'ordre de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quand ils sont consommés par les micro-organismes, c'est la respiration du sol que Raphaël vous a montré, mais aussi de l'ordre de quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'années, quand cette matière organique va s'accrocher aux matières minérales. Donc on va avoir un stock de carbone qui peut être très important et très persistant. Et si on regarde à l'échelle mondiale, un chiffre que tout le monde n'a pas en tête, c'est qu'il y a beaucoup plus de carbone dans les écosystèmes terrestres, dans les végétaux et dans les sols que dans l'atmosphère. Donc une petite variation de ces stocks de carbone dans les sols et les végétaux peut avoir un effet très significatif sur la concentration qu'on va avoir dans l'atmosphère et donc sur le climat. Et je vous ai mis quelques schémas qui représentent les stocks de carbone pour différentes occupations des sols en France, qu'on a acquis grâce à l'Observatoire national des sols. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'un effet majeur sur les stocks de carbone qu'on va retrouver dans les sols, ça va être l'occupation des sols, la façon dont on va les gérer. Et ce qu'on observe souvent, alors c'est pas systématique, mais c'est que les stocks de carbone vont être plus importants dans les milieux les plus naturels et les plus faibles dans les milieux les plus anthropisés, artificialisés. Là, on va avoir les stocks de carbone les plus importants, ça va être dans les forêts, dans les zones humides. Et là, on va avoir les stocks les plus faibles, de manière évidente, ça va être en ville, dans des milieux totalement imperméabilisés. Alors, par rapport à l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, j'aime bien présenter ce schéma qui est issu d'un rapport du GIEC où on leur demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre assez rapidement l'objectif 1.5 et quelles sont les mesures à mettre en place le plus rapidement. Donc bien évidemment, développer les énergies renouvelables et notamment l'éolien et le photovoltaïque, c'est la partie haute, c'est un enjeu énorme, mais également, et ça a été évoqué ce matin, je pense, par Nicolas Hott, et je pense que c'est à ça qu'il faisait référence, sur la partie biodiversité, la préservation des écosystèmes, éviter la déforestation, changer les pratiques agricoles pour qu'elles soient plus stockantes, notamment l'agroforesterie, mais pas que, restaurer des écosystèmes dégradés, c'est aussi des pratiques qui peuvent être très efficaces à court terme avec des potentiels au niveau mondial qui sont majeurs. Donc la préservation des écosystèmes, c'est un enjeu majeur de l'atténuation pour réduire des émissions, des pertes de pluie et aussi pour séquestrer davantage de carbone. Alors, maintenant, il y a la question, quand on développe des projets photovoltaïques, éoliens, on peut avoir un effet sur l'affectation des terres et donc sur ces stocks de carbone, sur la biomasse, sur les végétaux, avec des défrichements qui vont entraîner de la perte de biomasse, éventuellement de la perte des produits issus de la biomasse, les produits bois, et donc une émission de CO2 vers l'atmosphère. Également, ça a été bien montré par Raphaël, on va agir sur les sols, on va avoir des terrassements, dans certains cas des décapages, en tout cas des altérations, et des modifications des apports végétaux et du microclimat au sol. Donc si on a moins de biomasse qui vient au sol, on aura aussi moins de carbone dans les sols. Donc on peut aussi avoir un effet au niveau du stock qui est présent dans les sols. Alors, est-ce que l'enjeu est important? L'enjeu, ça dépend. Il n'est pas toujours négligeable. Ça dépend où on va s'installer et comment on va s'installer. Alors, si on regarde un peu dans la littérature scientifique ce qui existe, on a des valeurs, alors principalement pour les centrales photovoltaïques qui peuvent avoir une emprise importante, qui peut aller jusqu'à 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est un enjeu qui n'est pas forcément négligeable dans le cadre d'un bilan gaz à effet de serre d'un projet éolien ou photovoltaïque. Et
J'ai oublié ce que je voulais juste dire, mais c'est pas grave. Et donc, si on le replace dans la CV, dans un bilan gaz à effet de serre d'un projet PV éolien, donc quand on regarde généralement ces bilans gaz à effet de serre, on va regarder la production des composants, l'installation du parc, l'exploitation et la maintenance, la fin de vie du projet. Et la part la plus importante, si on ne considère pas la séquestration de carbone, ça va être la fabrication des composants. Donc là, je vous ai donné des valeurs issues d'une mise à jour de la CV photovoltaïque qu'on a fait cette année, qui devrait être publiée l'année prochaine ou en fin d'année prochaine. On voit vraiment cet effet le poids des composants dans le bilan gaz à effet de serre, et donc toute la réflexion qui est portée pour limiter cet impact-là actuellement. Maintenant, si on prend la partie perte de stock de carbone ou perte de puits de carbone, et qu'on tient compte de ces 0 à 50 grammes de CO2 par kilowattheure, ça veut dire qu'on peut avoir un effet qui est du même ordre de grandeur si on n'y fait pas attention. Donc c'est aussi un enjeu important du bilan gaz à effet de serre de ces projets-là, en partie photovoltaïque. Alors nous, ce qu'on a proposé, il y a un groupe de travail en cours, il y a un rapport en ligne, et puis très prochainement, il y aura un guide qu'on a conçu dans le cadre de l'Observatoire avec l'OFB et de nombreux acteurs, notamment les syndicats, sur comment on évalue le bilan gaz d'un projet photovoltaïque au sol et comment on intègre notamment cette question de stockage de carbone. Et donc là, je vous ai mis un schéma qui représente très simplement en fait, l'idée de l'évaluation du stockage de carbone dans ces projets-là. Si on prend un scénario de référence, comment le site sur lequel on s'installe va évoluer en termes de stockage de carbone. Bon, imaginons c'est un sol agricole où l'avenir c'est de rester en sol agricole, et bien, on va rester sur un stock de carbone équivalent qui ne va pas évoluer. Si c'est une jeune friche forestière, et bien, les stocks de carbone vont naturellement évoluer avec la fermeture des milieux. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Et on va le comparer au scénario projet. Qu'est-ce qui se passe quand on installe notre parc en termes de stock de carbone? Est-ce qu'il y a du défrichement? Est-ce qu'on altère les sols? Est-ce qu'on met en place des mesures pour limiter ces altérations ou ces pertes de milieux forestiers? Et donc l'évolution des stocks de carbone à la fin du projet entre les deux scénarios vous donne l'impact en termes de séquestration de carbone. Et je voulais finir sur un enjeu important, c'est que sur les actions à mettre en place pour limiter ces pertes de stock de carbone, c'est de mettre en place des pratiques qui sont bénéfiques pour les sols et pour la biodiversité. Alors, si on regarde la littérature scientifique, il y a très peu de données. Il y a une analyse qui a été faite cet été par des équipes américaines qui montre qu'il y a très peu de mesures des stocks de carbone dans les sols, dans les centrales photovoltaïques. Donc, c'est difficile de s'appuyer sur des valeurs scientifiques. Ils ont quand même fait une analyse entre experts sur c'est quoi les actions qui seraient les plus favorables ou les plus défavorables au maintien des stocks de carbone qui sont présents dans les sols. Et ce qu'ils en ressortent, c'est le premier point, c'est en marron, c'est soil disturbance and soil erosion. Le premier enjeu par rapport à ces altérations des sols, donc c'est de les éviter. C'est la première menace par rapport au stock de carbone dans les sols, c'est d'avoir une dégradation des sols. Donc la phase de chantier, notamment, est essentielle pour limiter les risques de perte de stock de carbone. Et après, vous avez la partie verte, c'est tout ce qui est la gestion de la végétation lors de l'exploitation, lors de la restauration post-chantier du couvert végétal, et puis sa gestion lors de l'exploitation, qui là sont des opportunités pour favoriser le couvert végétal, la productivité de biomasse et le stockage de carbone. Donc il y a du travail à faire. Alors, on n'a pas encore les solutions parce qu'on manque de données, mais en tout cas, on sait les axes de travail, limiter les altérations lors des chantiers et favoriser le retour de la végétation et sa diversité lors de la phase d'exploitation. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. Oups, pour cette présentation très complète. On n'a pas de questions de la salle, alors je vais vous remercier tous les deux.